Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Summer Trading Camp. Nous sommes le 27 juillet, pardon, mardi 27 juillet. Nous allons commencer dans quelques petites secondes cette partie du Summer Camp consacrée ce soir à l'utilisation de la macroéconomie dans le trading. On va déjà définir ce qu'est la macroéconomie, quels sont les principaux indicateurs macroéconomiques à surveiller, en quoi c'est intéressant de surveiller la macroéconomie même dans le trading, à la fois pour des mouvements plutôt court terme, mais aussi et surtout des mouvements de fond, des mouvements de momentum, des mouvements de moyen terme, qui permettent ensuite d'inscrire son trading dans ces mouvements de fond, d'abord identifiés sur une vague de tendance. Donc je vous rappelle que c'est interactif, hein, vous pouvez me poser vos questions quand vous le souhaitez, vous avez un chat à votre disposition. Si vous me posez vos questions, je les verrai apparaître. Donc soit je réponds tout de suite parce qu'il y a immédiateté et pertinence à y répondre tout de suite, soit je répondrai un petit peu plus tard, hein, si je préfère dérouler d'abord un peu le raisonnement et répondre ensuite. Ne m'en voulez pas si je ne peux pas répondre à toutes les questions, s'il y en a beaucoup. Je vais essayer de prendre un maximum de questions et de bien les voir apparaître. Donc voilà, c'est interactif, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions quand vous souhaitez sur les thèmes que vous voulez et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour le thème d'aujourd'hui, c'est comment utiliser la macroéconomie dans le trading. Je vous retrouverai également jeudi soir pour un second Summer Camp Trading qui me concerne et notamment sur l'utilisation des indicateurs techniques dans le trading. Quels indicateurs paramétrer, quels sont les indicateurs que je trouve le plus pertinents. Il y a des centaines d'indicateurs, je vous montrerai ceux que je trouve les plus pertinents et pourquoi. Donc ce sera le deuxième rendez-vous après celui-ci, jeudi soir. Également, je vous informe que vous pourrez revoir tous les Summer Camp, donc toutes les émissions qui ont été consacrées à cet été du trading, à partir normalement de vendredi soir. Ils seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube d'IG. Donc pas pour l'instant, mais une fois que toutes les sessions seront terminées, vous les aurez toutes synthétisées et retrouvables donc sur la chaîne YouTube d'IG. Ravi donc de retrouver pour cette nouvelle session. J'essaie juste de voir si la fenêtre de questions est suffisamment bien ouverte pour que je vois bien toutes les questions apparaître. Je vais essayer d'élargir un tout petit peu ma fenêtre de questions pour m'assurer de n'en rater aucune. Voilà, j'espère que c'est assez large comme ça. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, si le son et l'image sont bien OK également de votre côté. Plus j'ai de retours, mieux c'est. Et comme ça, je pourrais commencer tout de suite cette formation. Je vois quelques commentaires. Philippe Gage, voilà, qui commence à apparaître. Donc, commencer tout de suite ce Summer Camp consacré donc à l'utilisation de la macroéconomie dans le trading. Alors, on va commencer tout de suite avec, déjà, ce programme dans des prochains Summer Camp. Demain, donc, vous avez le programme qui apparaît. Jeudi, donc, je vous disais, c'est le dernier Summer Camp avec l'interprétation notamment des indicateurs techniques dans le cadre de stratégie de trading. On va donc commencer tout de suite avec la slide d'après. Donc, on va commencer avec des exemples qui parlent à tout le monde, en fait. Un exemple qui sont vraiment totalement, à la fois proches de nous et qui ont marqué, je vais vous montrer des exemples très très frappants de momentum, qui sont liés, qui sont initiés par des décisions liées à l'économie, plan de relance, niveau des taux, décision de banque centrale. Voilà. Alors déjà, la macroéconomie, c'est quoi? Avant d'aller plus loin, on oppose tout le temps, ou en tout cas on a tendance à opposer la macroéconomie et l'analyse technique. Est-ce que c'est mieux de se baser sur les données macroéconomiques? Est-ce que c'est mieux de se baser sur les données plutôt techniques? Les données techniques, donc, c'est support, résistance, moyenne de prix, retracement de Fibonacci, indicateur de surachat, donc le RSI, les stochastiques, le MACD ou autre. Donc ça, c'est l'analyse technique. Et de l'autre côté, la macroéconomie. Est-ce qu'il faut opposer les deux? Pour moi, la réponse, évidemment, non. Surtout pas. Surtout de ne pas opposer, ne pas se dire je ne fais que du technique et j'ignore la macroéconomie. Même si, effectivement, se baser que sur la macroéconomie peut faire rater certains signaux qu'on ne verra apparaître que sur des phases de trading plutôt court terme, sur des niveaux de technique particuliers, et à la fois faire que du technique peut aussi, si on a la tête un peu trop dans le guidon, sur des unités de temps un petit peu trop courtes, peut faire rater le tableau d'ensemble finalement, avec les grosses tendances, les grosses vagues, qui elles sont dessinées d'abord par des éléments d'ordre macroéconomique. Donc pour moi, les deux sont bien complémentaires, et la macroéconomie, selon moi, est surtout là pour permettre d'identifier au mieux du mieux possible, hein, ce n'est jamais la martingale absolue, mais d'identifier le mieux possible la vague dans laquelle évolue le marché et ensuite d'inscrire son trading, donc des éléments plus court terme, dans cette vague-là. Donc, la macroéconomie, c'est tout ce qui touche à l'économie. Ce sont les données sur la croissance, sur l'inflation, sur l'emploi, sur l'immobilier, sur la consommation. Voilà, c'est tout ce qui est économie réelle. Et vous avez là-dedans deux grosses catégories de données économiques. Vous avez ce qu'on appelle les hard data. Donc, les hard data, donc les données brutes, les données dures, traduites en français, ce sont les données économiques réelles. Ce sont les chiffres concrets. Production industrielle, vente au détail, mise en chantier, vente de logements neufs, vente de logements anciens,
Voilà, ça sont les données concrètes qui traduisent l'activité économique. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les soft data, qui sont des données donc de sentiments, des données d'enquête, type PMI par exemple, on en reparlera tout à l'heure, ISM, ZIU, IFO, voilà, toutes ces données soft qui, elles, sont là pour traduire de manière plutôt avancée en général un sentiment des milieux économiques, des consommateurs ou autres. C'est un baromètre, un thermomètre de l'appétit, de l'aversion au risque ou de l'appétit pour le risque, de la volonté d'avancer, d'investir, de faire des projets, d'embaucher ou autres, notamment. Voilà, c'est vraiment ces deux grosses catégories dans la macroéconomie qu'on peut distinguer, hard data et soft data. Et puis vous avez des éléments d'ordre politique. On le verra avec quelques exemples également durant cette session, des éléments d'ordre politique, voilà, qui, elles aussi, on le verra avec le Brexit évidemment, on le reverra plutôt avec le Brexit pour ceux qui n'en auraient pas eu assez pendant toutes ces années, mais évidemment là, ce sont des décisions d'ordre purement politique, mais qui ont pourtant une influence majeure également sur les marchés. On va donc commencer tout de suite avec cette première illustration de l'impact déjà des annonces à l'échelle d'une zone économique, à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'un pays parfois, sur le marché. Regardez typiquement l'eurodoll, donc on a une phase avec plusieurs gros bottoms. Ce bottom, on va en reparler dans quelques instants. On a un deuxième bottom ici qui s'est mis en place, et on voit qu'on est sorti de ce deuxième bottom, plutôt que ce deuxième bottom sur l'euro-dollar a été formé, donc c'est l'euro qui monte et le dollar qui s'affaiblit, pile au moment de l'annonce du plan de relance européen, donc c'était quelques mois après le début de la crise Covid en 2020, donc c'était au mois de mai 2020, on a eu les premières déclarations à la fois du président français et de la chancelière allemande sur la nécessité, la volonté et l'annonce d'une mise en place de plan de relance européen, dont on rappelle qu'il n'est toujours pas entré en vigueur pour l'instant. Il y a encore eu des votes au niveau des parlements nationaux pour le valider et qui commencera à être mis on va dire en chantier d'ici quelques mois. Mais le simple fait d'avoir évoqué ce plan de relance européen, plus également l'action forte de la Fed, mais la BCE n'est pas restée non plus sans agir de ce côté-là, et bien on voit tout de suite l'inflexion sur une tendance qui était baissière de manière récurrente, de manière régulière, on voit tout de suite l'inflexion sur la partie euro. Et pourquoi c'est important? Parce que on pourrait se dire, oui, effectivement, pourquoi on a rebondi à ce moment-là? Il y avait eu le stress Covid, donc là qui avait généré des mouvements assez erratiques sur l'eurodoll. Pourquoi à ce moment-là on se redresse? Il n'y avait pas à ce moment-là l'oblique que vous avez ici, vous voyez, elle a été tracée à partir du point bas formé ici. Donc on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, on était par exemple sur un support qui justifie qu'on achète de l'euro par rapport au dollar. Par contre, ce que l'on voyait, c'est qu'il y avait une phase baissière sur l'eurodoll qui était déjà en place depuis 2018, 2019, une partie 2020, et qu'en fait, l'annonce du plan de relance européen a permis, vous voyez déjà, de ne pas retomber tester une nouvelle fois le point bas précédent, de remonter au contact de moyennes de prix formées sur plusieurs semaines. Donc là, vous avez des moyennes 50 semaines et 100 semaines. Ça, je reparlerai donc un jeudi de tous les indicateurs techniques que j'utilise. Vous avez tout le temps des moyennes de prix 50 et 100. Donc si c'est une unité de temps en daily, ça va être 50 jours et 100 jours. Si c'est une unité de temps 4 heures, ça va être des moyennes de prix sur 50 périodes de 4 heures ou 100 périodes de 4 heures. C'est toujours des moyennes de prix 50 et 100 que j'utilise. Donc là, le fait de revenir au contact des moyennes de prix, de ne pas retester un support, d'avoir en plus une impulsion qui soit en place sur un événement bien déterminé. On a bien vu que c'est dès ce moment-là que l'euro a commencé à rebondir. Là, on peut se dire, oui, il est en train de se passer quelque chose sur l'euro par rapport au dollar, même si on avait déjà à ce moment-là, au mois de mai, une BCE qui avait commencé à agir, une Fed qui avait commencé à agir. Justement, on pouvait se dire à l'époque, tiens, les deux grosses banques centrales ont toutes les deux commencé à faire des annonces, ont déjà commencé à acheter des actifs dans le cadre d'un plan d'urgence pour la BCE et la Fed de son côté qui a déjà commencé à acheter ses 120 milliards d'actifs tous les mois. Et bien on a eu là cette fois-ci, vous voyez, un équilibre qui a commencé à bouger en faveur de l'euro parce que ce plan européen changeait aussi un petit peu la donne par rapport à la façon de faire des Européens. C'est-à-dire que on a vu jusqu'à présent, quand on a traversé la crise de la dette en zone euro par exemple, qu'il y avait eu énormément de mal à avancer sur la question grecque, sur les efforts que la Grèce devait faire, sur la question des dettes, et il y avait vraiment une forte on va dire une mésentente entre la France et l'Allemagne, qui étaient les deux pays moteurs, on va dire, dans la prise de décision par rapport à la crise de la dette, et ça fait perdre du temps pour la relance européenne. Draghi, évidemment, avait permis de stabiliser tout ça par son action, mais cette crise de la dette en zone euro avait fait éclater au grand jour la fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et là, ce qui a changé dans ce plan de relance européen, c'est que justement, il y a eu des effets de mise en commun des choses. Volonté de lever de la dette de manière commune sur les marchés, certes de manière limitée, pas en totalité, mais la volonté de mettre en commun une levée de dette sur les marchés, et puis également d'affecter de manière non, on va dire, pondérée de manière habituelle en fonction du PIB ou autre, donc d'affecter des prêts, des aides et donc des parties de ce plan de relance
de manière propre à chaque pays. C'est-à-dire, on n'a pas dit l'Allemagne c'est tant de pourcents du PIB, tu auras tant, l'Italie tant de pourcents du PIB de la zone euro, tu auras tant. C'est l'Italie et un pays qui est plus faible, qui a plus de besoins en tout cas au niveau de la zone euro que d'autres, eh bien allons affecter les fonds à l'Italie. Il y aura évidemment des réformes, même si ce n'était pas je te donne en échange d'eux. On sait très bien que ça marche quand même en partie comme ça. On va donner, mais il y aura effectivement des réformes à faire. Et Draghi d'ailleurs a déjà annoncé quelques grosses lignes de ce côté-là. Mais la grosse différence donc, par rapport à 2011-2012, c'est que cette fois-ci, il y a eu la notion de mise en commun d'un risque en fait, d'un risque qui est le risque de se financer sur les marchés, mais qui est avec du recul, la meilleure chose qui puisse se passer, parce que justement, la note globale de la zone euro reste toujours excellente. Et en fait, en passant par le biais commun, eh bien, on évite justement le parasitage lié à chaque pays, qui est plus ou moins bien noté. Et là, c'est l'Europe qui emprunte avec une notation commune qui est très très bonne en fait. La notation de la zone euro est très bonne sur les marchés financiers. Donc ça a changé. Et c'est cette façon d'approcher la crise de l'Europe qui a changé donc par rapport à 2011-2012, qui fait que les marchés ont adhéré à ça. Ils se sont dit, effectivement, là, on est quand même sur un changement. C'est plus l'Allemagne que nous avons eu là, c'est plus l'Allemagne 2011-2012. Et ça, c'est un changement. Et surtout, beaucoup plus de pays ont été, je ne vais pas dire inclus dans la discussion, mais il y a quelque chose d'un peu plus consensuel aussi. Et c'était moins l'effet je te donne en échange de. Voilà. Et ce côté moins rigoureux, moins, on va dire, 1 + 1 = 2, eh bien, ça donnait quelque chose d'un plus souple. Et ça a changé justement l'image assez cassante et assez angulaire qu'avait pu donner l'Europe lors de la crise de la dette. Donc ça c'est le premier gros exemple d'un élément macro, mais qui génère une impulsion qui ensuite peut être tradé, indication de résistance, ça, il y a d'autres signaux après qui apparaissent, mais des passages sous des moyennes de prix, pullback sur la moyenne, etc. Mais ça donne une impulsion dans laquelle on peut trader, parce qu'on voit qu'à ce moment-là, effectivement, on baisse depuis des années, donc si à un moment donné, on tape une fois, puis la fois d'après, alors qu'il y a du risque, on commence à se redresser, ça veut dire que le marché est peut-être épuisé à ce moment-là d'aller plus bas, et justement, l'achat d'euros par rapport au dollar veut aussi dire que le marché adhère à la question et au projet qui a été présenté par l'Europe dans cette crise. Ça, c'est le premier gros exemple. Ensuite, un exemple qui arrive plus en amont, certains étaient déjà là à ce moment-là, d'autres ont peut-être découvert ça a posteriori, mais les conséquences de la crise de la dette en zone euro et de la crise des subprimes aussi ont eu des effets sur les marchés, alors positifs donc, encore en 2013, 2014 et 2015. Alors là, j'ai pris l'exemple, là aussi, qui est très très visuel. En 2014-2015, c'était la période qu'on a appelée taper tantrum aux États-Unis. C'est-à-dire la phase où la Banque centrale américaine commençait à parler de l'après-crise des subprimes. On était déjà dans l'après-crise des subprimes. On rappelle, c'était 2008, vraiment l'épicentre, c'est prolongé un peu en 2009, et après les marchés ont commencé à rebondir. Ça avait commencé un peu en 2007. Et finalement, 2014, on est déjà largement après. Mais les achats d'actifs se sont succédés. Premier QE, deuxième QE, troisième QE, il y a eu 3 QE total du côté de la Fed. Et en 2014, on a commencé à ralentir tout ça, même à arrêter ensuite les achats d'actifs, et on a commencé à parler de premiers ajustements, de première hausse de taux qui est intervenue seulement à la fin de l'année 2015. Mais le simple fait d'aborder ce taper, donc de ralentir l'achat d'actifs, c'est donc une vision plus hawkish. Et vous savez qu'au niveau des banquiers centraux, il y a 2 gros termes. Dovish, c'est une politique accommodante. Hawkish, c'est une politique plus agressive. Après, il y a des degrés, tout n'est pas blanc ou noir, mais ce sont les 2 grosses positions des banques centrales. Et là, clairement, la Fed devenait moins dovish et plus hawkish. Elle ralentissait en prévision, elle ralentissait le quantitative easing en prévision d'une hausse de taux. Et la BCE, elle, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'elle avait tardé à agir post-crise des subprimes, tardé à agir pendant la crise de la dette. Il a fallu attendre Draghi à l'été 2012. Et encore, souvenez-vous, Draghi, d'ailleurs, on a fêté, là, je crois, les 8 ans du fameux Whatever It Takes. Draghi, il annonçait qu'il ne fallait pas se battre en gros contre la BCE parce qu'elle avait les outils qu'il fallait pour se défendre et pour défendre la zone euro. Mais le QE de la BCE n'est intervenu qu'en 2015, il était mis en place début 2015. Il y avait déjà des bruits de mise en place d'un QE à ce moment-là. Donc là, on avait 2 éléments qui s'agrégeaient de manière parfaite pour les marchés. D'un côté, on ralentit les achats d'actifs et on parle de relèvement de taux, ce qui est donc plutôt, normalement, haussier dollar en tant que tel. Et si en plus, vous avez l'autre banque centrale en face, qui est la BCE, qui vous explique où les rumeurs commencent à bruisser de mise en place d'un énorme plan d'achat d'actifs, et bien en fait, vous avez 2 éléments de pression sur le dollar. Et donc à ce moment-là, se dire je vais vendre du dollar et je vais acheter de l'euro, c'est suicidaire. Parce que vous avez 2 éléments qui, au contraire, vous poussent à penser que l'investisseur ne peut que, au contraire, vendre de l'euro parce que les questions de quantitative easing ont toujours une
pression, font pression à la baisse sur la devise en fait. On dilue, on injecte de la monnaie, donc on dilue la valeur de la monnaie existante. Et si en face, l'autre banque centrale vous dit, nous c'est plutôt la fin de ça pour nous et on va commencer à ajuster les taux, vous voyez qu'il y a deux éléments qui sont vraiment qui s'emboîtent, qui s'accumulent en fait, même, et qui génèrent donc un sentiment monosens. On achète le dollar, on vend l'euro, la paire c'est l'euro-dollar et donc la paire ne fait que baisser pendant que tout ceci se met en place. Donc vous voyez là, techniquement c'est pareil, à cet endroit-là, il y a des obliques qu'on voit pas un petit peu, qui passent un peu à cet endroit-là, donc on pouvait jouer aussi un petit peu, mais si vous avez un signal technique sur un oblique qu'on voit pas, il faut des zooms un peu le graphique, on verrait l'oblique qui part un peu plus sur les anciens sommets historiques de l'euro par rapport au dollar, mais là vous aviez un niveau oblique moyen terme touché, plus deux éléments macro, les banques centrales c'est de la macro pure, qui viennent se greffer à ça. Là le signal il est clairement visible et on comprend pourquoi l'euro baisse par rapport au dollar à ce moment-là. Et on comprend surtout que ce sont des phénomènes, ce sont des lames de fond. Quand la BCE parle d'un QE, on a bien compris que c'était des choses qui allaient se mettre en place sur plusieurs trimestres, et même plusieurs années, on n'était pas censé le savoir, mais au moins plusieurs trimestres. Donc là, oui, on ne joue plus sur un élément pur intraday, même si le thème d'aujourd'hui c'est la macro dans le trading, mais à ce moment-là, quand vous êtes ici, même si vous dites ouais c'est un truc qui va durer pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, mais vous savez justement qu'à chaque fois qu'il y a un rebond et puis qu'on retombe sur le support, il faut plutôt jouer la cassure du support que l'achat du support. Vous voyez, ça vous prépare quand même, ça vous conditionne dans votre action quotidienne sur si on voit que le rebond rebondit, on n'est pas trop dans le marché, on va plutôt se dire moi je vais attendre que le rebond s'estompe et je vais attendre que le support casse pour jouer plutôt en short plutôt que d'essayer d'acheter le support. Vous voyez, c'est en ça par contre que la macro, une fois que vous avez la tendance principale qui apparaît, que la macro vous donne des éléments précieux sur une tendance de fond que vous pouvez ensuite exploiter dans votre trading, donc dans votre action plus quotidienne ou un peu plus moyen terme. Voilà pour ce deuxième gros exemple. On va ensuite enchaîner avec un autre exemple, là aussi assez parlant, qui est pas si vieux que ça finalement. On a l'impression que c'était déjà il y a plusieurs très nombreuses années en arrière, pas tant que ça. Vous voyez, là on parlait dans beaucoup des bilans de banque centrale en ce moment, donc vous voyez, vous avez actuellement à l'écran d'un côté l'euro-dollar en violet, donc l'euro-dollar, et en jaune c'est la taille du bilan de la banque centrale américaine. Donc j'ai pris l'exemple parmi d'autres, mais de ce qu'une normalisation, même partielle d'un bilan, c'est-à-dire quand le bilan s'étend, donc c'est qu'on émet de la monnaie, on accroît la taille du bilan, donc on fait l'expression de tourner la planche à billets, même si c'est plus le cas, c'est numérique aujourd'hui tout ça, mais dans ce cas-là, c'est effectivement la création monétaire, et inversement, quand vous avez comme ça un bilan qui part à la baisse, ça veut dire qu'on éponge la liquidité, on draine la liquidité, on la récupère en fait. Il y a des excès de liquidité, on les récupère, donc on diminue un petit peu la masse des dollars en circulation, donc ça raréfie un petit peu le dollar, et donc ce qui est un petit peu plus rare peut être un peu plus cher à un moment donné. Et on voit bien là aussi, vous voyez l'effet sur l'euro-dollar. Là, la première baisse, on en a parlé, c'était le QE de la BCE plus le tapering de la Fed. Et bien là, la deuxième bottom, vous voyez, de l'euro par rapport au dollar, cette phase de baisse que vous avez ici, elle est en très grande partie due à ça, due à la volonté de la Banque centrale américaine, à un moment donné, quand l'économie tournait correctement, de commencer à normaliser un petit peu son bilan. Ça a duré quelques trimestres, ça n'a pas été très long non plus, et la suite est arrivée, on la connaît, mais cette phase-là, vous voyez, bien renforcer le dollar. À nouveau, vous voyez, on comprend pourquoi le dollar se renforce, parce que la Fed est en train d'enlever de la liquidité dans le marché, ce qui est plutôt rare, mais l'a fait, vous voyez, entre 2018 et 2019, et dans ce cas-là, la BCE n'était pas tout dans le même cycle, la BCE continue toujours à acheter des actifs tous les mois, et donc là, il y avait effectivement un delta de perception d'une activité monétaire qui était plutôt en faveur du dollar par rapport à l'euro. Et donc, vous voyez, là aussi, ce sont des cycles où, comme dans cette phase-là, on se dit, effectivement, la Fed normalise, on voit que l'euro est sous pression, on a un sommet qui s'est formé, mais on voit qu'on n'arrive pas à tenir, qu'on commence à descendre. Je ne dis pas que c'est une évidence de dire on va passer de là à là sur l'euro-dollar, c'est pas aussi simple que ça, mais on comprend pourquoi l'euro baisse par rapport au dollar, et on se dit que tant que ce momentum-là est en place, tant que la Fed ne change pas vraiment son fusil d'épaule par rapport à cette normalisation, bien effectivement, si en plus il n'y a pas de signaux et on casse pas une oblique, on repasse pas au-dessus de moyenne de prix ou autre, on n'a pas de signaux ni techniques ni macro qu'il faut commencer à acheter de l'euro par rapport au dollar. Après, on peut toujours se dire, moi je vais faire un pari quand même, que tout ceci va s'arrêter à un moment donné, etc. Et bien sûr, mais dans la dynamique en place, tant que, et c'est un peu comme c'est le cas actuellement, tant que la Fed ne nous dit pas plus clairement les choses sur un tapering ou autre, c'est vrai qu'on se dit, et pour l'instant c'est vrai que c'est dur de se dire, on va commencer sur les gros indices américains ou autres, à être prudent, et à la fois, le marché, sa fonction, c'est aussi d'anticiper. Il va se dire, voilà, cette réunion-là, la Fed a peut-être plus de chances de me dire ça ou ça, et donc je vais peut-être m'y préparer un petit peu en prenant un peu mes gains, ou en faisant attention sur le marché d'échange ou autre. Voilà. Mais ça, c'est un exemple, encore une fois, frappant, et vous voyez, vraiment de momentum entre une action macro, qui est celle d'une réduction de bilan d'une banque centrale, la plus importante, et le comportement de l'euro par rapport au dollar. Donc ça, c'est l'euro par rapport au dollar, c'est donc le dollar qui se renforce par rapport à l'euro.
D'autres éléments, alors ça, bon, c'est un peu le cas d'école, c'est le truc qu'on retrouve dans les manuels scolaires comme référence de l'impact du politique sur les marchés. Alors, c'est pas vraiment de la macro, mais ça en devient quand même un élément macro parce que les actions politiques ont des conséquences économiques. On l'a vu sur l'économie britannique notamment. Pas en totalité de ce qu'on pouvait craindre. Attention, il y a aussi des épouvantails qui ont été brandis ou autres, mais pour autant, une décision politique a créé un séisme sur le marché des changes et a aussi entraîné, on l'a vu, il y a à plusieurs reprises, l'économie britannique sous-performée par rapport à l'économie européenne. Donc, une forme de contraction par rapport à l'économie. Donc là, le choix politique a entraîné aussi, partiellement, des conséquences sur les marchés et sur l'économie. Donc vous voyez, là, c'est vraiment l'exemple frappant. Bon, on va pas revenir dessus, tout le monde sait ce qui s'est passé, le référendum. Ensuite, toutes les phases de négo ici, vous voyez, là, c'est le référendum, on tente de se reprendre, puis ensuite les négos, on rentre dans le vif du sujet, accord commercial, négociation, on claque la porte, etc. On se menace de tout, de mettre des droits de douane, etc. Bon, c'est pas un climat... Donc ça, c'est la paire livre-dollar, donc que tout le monde connaît, c'est une des plus grosses paires qui est tradée sur le marché d'échange avec l'euro-dollar, et donc voilà, on comprend pourquoi la livre baisse et pourquoi le dollar se renforce à ce moment-là, même si une thématique plutôt, on aurait pu faire euro-GBP, mais on voit que même justement, même par rapport à cette problématique qui est une problématique plutôt européenne, on voit que le marché n'a pas hésité à se réfugier sur du dollar plutôt que de la livre à ce moment-là, même si c'était une thématique entre le Royaume-Uni et la partie plus continentale. Donc là, voilà, clairement, le rôle du politique, évidemment, là-dessus. Et justement, aujourd'hui, si on fait un peu de projection, ça, je le fais tous les jours dans le Market Live, donc on va pas le refaire pendant 3 heures ce soir, mais la question du devenir. Aujourd'hui, c'est quoi le thème en Grande-Bretagne? On voit que le variant britannique, enfin, pas le variant britannique, excusez-moi, le variant Delta est en train de refluer au Royaume-Uni, plutôt positif. On voit que quelques membres de la Banque d'Angleterre, plus en tout cas qu'il y a 6 mois ou 8 mois, commencent à s'exprimer sur le besoin de normaliser, de commencer à normaliser la politique monétaire. Ça, ce sont des éléments, croissance, plus baisse du variant Delta, plus des discussions sur une normalisation progressive à venir de la politique monétaire, c'est plutôt des facteurs de soutien pour la livre par rapport au dollar que l'inverse. Même si face à ça, il y a le dollar, il y a la Fed, etc. Mais comme le marché a déjà lourdement sanctionné le référendum, lourdement sanctionné toutes les négos, l'incertitude commerciale, etc., eh bien, aujourd'hui, se dire, moi, je vais refaire un pari baissier fort sur la livre, sur quels critères on peut le faire? Oui, moi, je trouve qu'il y a moins de critères pour faire des paris baissiers que plutôt des critères où on va se montrer patient et attendre que cette phase un peu latérale qui peut être un bottom qui persiste un petit peu, mais je ne pense pas que l'on parte pour un bottom comme ça. Je pense que c'est plutôt une phase qui va être un peu consolidante, on va être sur des positions long, short, pendant quelques temps, mais plutôt pour se stabiliser en zone haute et ensuite, pourquoi pas me chercher des zones techniques, on casserait un peu cette zone-là, pour ensuite commencer à enfiler des accélérations vers un 45, un 50. Oui, donc c'est plutôt ça qu'on va repérer dans les stratégies, plutôt de se dire je vais encore tenter après un énorme bottom, puis encore un deuxième énorme bottom, retenter un troisième bottom pour des raisons qui cette fois-ci seraient beaucoup moins explicables, voilà, et beaucoup moins analysables. Donc voilà aussi cette partie-là. Je fais une petite pause juste pour voir s'il y a des questions. Donc, est-ce que je m'en sors avec ce chat? On va regarder tout de suite. Je vais donc le sortir. Je vais le sortir comme ça. Question, undock, voilà. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Hein. J'ai beaucoup de lignes qui apparaissent. Je vais juste scroller un petit peu comme ça pour voir si je vois quelque chose. Voilà, je suis en train de lire en même temps tous les commentaires. Je vois pas de questions pour l'instant. Je vais juste remonter un petit peu tout doucement pour éviter d'en passer. Alors, une première question de Alain Darmaillac sur le chat. Est-ce que l'indicateur VIX est un indicateur donc macro ou un élément d'analyse technique? Alors, ça, on rentrerait plutôt dans la partie éléments de marché. On rappelle que le VIX, c'est un indice de volatilité qui est calculé à partir des options d'actions du S&P 500. Donc, c'est un indicateur construit sur des éléments de marché pur en fait, même si ce qui peut faire bouger la volatilité a une origine qui peut être politique, qui peut être macro, par exemple une très bonne stat, une mauvaise stat, une déclaration politique, un élément avec la Chine ou autre par exemple. Mais l'indicateur VIX, on le rentre quand même plutôt dans la catégorie marché. D'ailleurs, on le traite le VIX. C'est vrai qu'on a souvent, on se parle de l'indice de la peur comme une espèce de baromètre, mais tous ces indices-là sont tradables en fait. Le VIX, c'est un contrat à terme. Donc c'est un futur en fait, mensuel, comme un contrat à terme sur le pétrole, un contrat à terme sur l'eurodoll, un contrat à terme sur le blé, le maïs, vous voyez, sur n'importe quel type d'actif, soit financier ou pas, ou commodities, ou indices, ou devises, vous voyez. Donc le VIX aujourd'hui se traite comme n'importe quel
contrat à terme. Voilà, il y a une marge requise. Alors nous, IG, vous connaissez le principe, je ne vais pas faire l'article, mais IG, on va dériver les contrats à terme pour en faire des CFD et on va proposer ça sur la plateforme, comme on va proposer des cours sur le pétrole, sur le blé, etc. C'est le même fonctionnement en fait. Donc voilà, il faut savoir que c'est un contrat à terme, que ça se trade en position longue ou short comme n'importe quel produit financier. Ce qui est un peu différent, c'est que justement, il a une caractéristique un peu particulière. On ne traite pas un indice, on ne traite pas une paire de devises ou une matière première. On sait qu'on trade quelque chose qui est dérivé dans le futur. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais qui lui-même est calculé sur les options des actions du S&P 500. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de degrés liés au marché financier, c'est beaucoup de dérivations, mais in fine, ça se traite comme n'importe quel produit financier. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, de temps en temps, je fais un petit peu d'analyse technique sur le VIX. Vous le voyez dans le Market Tag le matin, par exemple, ou sur Twitter. Certains disent c'est une ineptie de faire de l'analyse technique sur le VIX. Justement, c'est pas un indice, etc. Mais vu que c'est un produit financier, les algos tradent ce produit-là. C'est-à-dire que pas seulement des gérants qui prennent le VIX comme couverture de leur portefeuille, ça c'est le cas de la smart money, c'est-à-dire des investisseurs plutôt moyen terme qui achètent ou qui vendent des contrats pour se protéger, mais il y a aussi des spéculateurs, ceux qui n'ont pas forcément de position à couvrir, qui vont juste par opportunisme être longs ou short à un instant T sur la volatilité, juste en tradant soit le contrat à terme, soit le CFD. Et donc dans ce cas-là, il est parfaitement logique de faire de l'analyse technique sur le VIX, parce que si vous avez une oblique, vous voyez le VIX qui descend tout doucement pendant des mois et des mois, donc vous faites passer une oblique par tous les points de rebond, même s'ils sont de plus en plus bas, eh bien vous dites qu'à un moment donné, si vous commencez à casser par exemple l'oblique descendante et que cette cassure intervient parce que il y a eu, je sais pas, une annonce de résultat qui n'a pas plu, un chiffre qui n'a pas plu, une déclaration d'un banquier central qui n'a pas plu, et bien dans ce cas-là, la cassure est vue et tradée par certains algos, par certains spéculateurs, qui peuvent être des particuliers aussi, et peut générer en fait du volume sur les contrats à terme qui entretiennent en fait le mouvement de stress, qui même peuvent un petit peu l'amplifier s'il y a du volume dessus. Vous voyez, donc c'est en ça que le VIX c'est quand même un produit financier, donc plutôt un élément de marché, moins macro, mais qui réagit par contre, ou qui peut réagir à des éléments de macro. Autre question. Concernant les catastrophes climatiques, les pénuries comme pour les semi-conducteurs, les révolutions, est-ce que ce sont des éléments qui jouent énormément sur les cours en général? Alors, je prends le cas, un cas qui est proche de nous, les semi-conducteurs. Donc tout le monde a vu ce qui s'est passé, reprise massive de l'économie mondiale, avec des chiffres de croissance qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qui eux-mêmes faisaient suite, forcément, c'est élastique qui se redétend, à des chiffres de récession, là aussi pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a des chiffres assez extrêmes des deux côtés. Et donc la réouverture massive de l'économie a entraîné d'un seul coup des besoins à la fois de rattrapage des commandes déjà passées, donc il fallait commander pour satisfaire les commandes passées qui n'avaient pas pu l'être, et puis les commandes à venir de carnet d'ordre qui sont en plus aussi pour les trimestres, les semestres à venir, en vue de l'après-crise en fait, tout simplement. Et donc ça génère un embouteillage monstre au niveau mondial, aussi bien sur les bateaux disponibles, il n'y avait pas assez de bateaux de cargo disponibles pour transporter aussi bien le vrac pour les matières premières, pour transporter les produits manufacturés, semi-manufacturés, etc. Et donc, c'est pareil pour les unités de production qui d'un seul coup sont toutes reparties quasi en même temps et ont eu besoin d'un seul coup d'avoir tout, que ce soit pour les voitures, pour les matériels informatiques ou autres, d'avoir des puces, plus le minage pour les cryptos, plus tout ce qui est gaming, etc. Donc un appétit féroce pour les semi-conducteurs. Donc là, dans ce cas-là, pour les semi-conducteurs, c'est un élément qui a pas forcément, j'ai envie de dire, joué sur le cours des semis, ça a joué avant en fait. C'est-à-dire quand vous regardez l'évolution, il y a un indice comme ça qu'on peut voir pour les semi-conducteurs qui s'appelle le SOX, SOX, donc ça mesure l'évolution d'un panier très large des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Et en fait, on voit quoi? On voit que le rallye sur le SOX, il était déjà en place depuis des années, il accompagnait la croissance, l'innovation, le Nasdaq, etc. Donc ça, c'était logique. Et ensuite, on a eu cette période un petit peu d'atonie qui a précédé les annonces de vaccins en novembre dernier. Et à ce moment-là, vous regardez sur l'indice SOX, les annonces de vaccins ont eu un effet, mais surtout sur tous les actifs, un effet boost absolument majeur. Et le SOX, en fait, a commencé à accélérer fortement à ce moment-là. Et puis, il est arrivé à un moment donné à un niveau où c'est lorsqu'on a commencé à parler de pénurie mondiale sur les semi-conducteurs que le SOX a commencé à s'arrêter de progresser, ce qui est paradoxal. C'est au moment où on a le plus entendu parler de cette pénurie des fabricants auto qui devaient fermer certaines unités de production ou les mettre au ralenti, etc. Bien ça, à ce moment-là, vous regardez le SOX, ça fait des mois qu'il évolue de manière latérale. Parce que finalement, certains, et c'est un peu leur fonction, ont anticipé que la réouverture de l'économie mondiale
mondiale, les vaccins allaient générer un effet boost sur la réouverture de l'économie. Et donc, on priçait dès ce moment-là la demande à venir et probablement les effets d'embouteillage. Et quand ils se sont concrétisés, finalement, c'était déjà dans les prix et ça n'a pas généré une réaction supplémentaire. Donc ça, c'est un élément, oui, ça a son importance et ça a aussi son importance par rapport aux résultats. On sait qu'il y a des entreprises qui retournent un petit peu plus au ralenti, donc c'est des choses qu'on a intégrées, que les analystes ont intégrées également dans les résultats des constructeurs auto, de hardware ou autres par rapport à ces semi-conducteurs. Je remonte encore la file pour voir s'il y a des questions et je vais enchaîner ensuite la partie. Alors, d'autres questions, je réponds rapidement. Que signifie acheter la rumeur et vendre la nouvelle? Alors ça, c'est vraiment le B à bas, il faut le savoir. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Acheter la rumeur, c'est quand vous vous dites, vous voyez par exemple quelqu'un qui avait le nez creux, qui s'est dit, bon, la recherche avance, l'année dernière, il y a beaucoup de labos sur le coup, il y a des budgets colossaux, les États-Unis avaient avancé des sommes assez astronomiques à Moderna, par exemple, pour accélérer la recherche. On se dit, bon, à un moment donné, le vaccin va être trouvé, et puis il y a des rumeurs que ça avance, des sources qui disent que je vais commencer à acheter un petit peu de ces actions-là, et pourquoi pas m'acheter des actions cycliques par exemple. Parce que si on parle de vaccins, on parle de réouverture de l'économie. Tous les secteurs qui sont en souffrance, tourisme, loisirs, auto, tout ce qui est élément de production pure, ce sont ces secteurs-là qui bénéficieraient le plus de ce sentiment d'une ouverture, d'une possibilité par rapport à ce virus. Donc c'est ça, acheter la rumeur. C'est dès qu'on a des premiers bruits, des sources qui commencent à s'exprimer, voilà, c'est ça, acheter la rumeur. Et vendre la nouvelle, c'est quand finalement tout le monde est vacciné, ou en tout cas une bonne partie l'est, que l'économie s'est bien réouverte, etc. C'est de se dire, bon, maintenant, les effets de rebond de l'économie, les effets d'anticipation de la reprise économique sont déjà bien dans les prix, la reprise est déjà bien avancée, donc on vend finalement quand tout est en place, parce que ça peut aussi vouloir dire, attention, les banquiers centraux vont aussi lâcher un petit peu, vont reprendre un peu ce qu'ils ont, ou en tout cas ralentir ce qu'ils ont déployé comme mesure d'urgence. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le cycle où on achète plutôt une anticipation d'un événement, une fois que l'événement est concrétisé, et puis on vend la nouvelle parce que finalement tout a déjà été pricé sur les mois ou les années précédentes, ou les jours précédents si c'est quelque chose de plutôt court terme. Voilà, je vais m'arrêter pour cette première partie des questions. Je vais poursuivre donc sur la présentation. On va donc faire la slide suivante. Alors ça, c'est un élément qu'il faut surveiller, qui peut... Alors bon, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Hop, celui d'avant. Voilà, le comportement de certaines paires de devises par rapport aux taux américains. Les taux, on sait, et notamment le 10 ans américain, c'est vraiment la référence, un peu comme le 10 ans allemand pour la zone euro, c'est la référence des taux longs. On rappelle, le taux court, c'est plutôt des taux 2 ans par exemple, taux long, c'est les 10 ans, des 30 ans ou autre. Le 10 ans, comme partout, c'est souvent le taux de référence. Certaines paires de devises, il faut le savoir aussi, sont plutôt sensibles à ça. C'est le cas du dollar yen par exemple. Alors le dollar par rapport au yen, il est sensible à la politique de la Fed, à la politique de la Banque du Japon, aux questions macro, pour les deux zones économiques, comme pour n'importe quelle paire de devises. Mais il y a une sensibilité au taux américain et au taux long notamment, qui ne s'est jamais vraiment démenti. Et l'exemple clair, qu'on a vraiment à l'écran, c'est quand le 10 ans américain, vous voyez ici, a commencé à accélérer. On passe d'une zone, alors je vais juste bouger ça, d'une zone qui était aux alentours de 0,90, 0,80, et d'un seul coup, on voit la pente qui est douce ici, puis on voit bien que la pente n'est pas la même, elle change à ce moment-là. Eh bien, on voit que le dollar yen, c'est aussi à ce moment-là qui réaccélère. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un taux long qui évoluait dans une zone sans grosse pression, à un moment donné qui se carre un petit peu plus, vous voyez, de janvier, février, ça commence à accélérer, eh bien, ça veut dire que le marché anticipe, vu que c'est un taux long sur 10 ans, qu'à horizon moyen terme, donc même au moyen long terme, on aura, c'est ça qui représente le 10 ans, il représente à la fois les perspectives de croissance, ou comment on envisage la croissance, et donc aussi l'évolution des prix. C'est un mix entre croissance, évolution des prix et anticipation à cet horizon de temps. Donc là, ça veut dire que quand le taux commence à accélérer, c'est que les anticipations du marché, même si on ne sait pas ce qu'il y a dans 10 ans, personne ne sait ce qu'il y aura dans 10 ans, mais le marché, lui, se dit à ce moment-là, et c'est pas ce qui se disait, vous voyez, 5 ou 6 mois auparavant, il se dit d'un coup, là les choses sont en train d'accélérer, et donc ça sous-entend que ça ira beaucoup mieux sur la croissance et l'inflation dans quelques temps. Et donc, dans ce cas-là, on voit également que sur une paire de devises qui était plutôt, vous voyez, flottante, le dollar yen par exemple en plusieurs semaines, d'un seul coup, on a un lifting comme ça de dollar yen, et on comprend pourquoi, parce que vous avez d'un seul coup les investisseurs qui font le pari, ce qu'on appelle le reflation trade en fait, un petit peu comme on avait vu quand Trump est arrivé au pouvoir, et puis à commencer à parler de plan fiscal ou autre, d'un
d'un coup, il y avait un feu d'artifice, les taux qui montaient, le dollar qui montait, les actions qui montaient, etc. Ben là, on a une illustration moins puissante, mais quand même, quand je dis moins puissante, c'est pas minoré quand même. Vous voyez, le 10 ans qui passe, hein, on était à combien? On était à 0,09 et on est monté, vous voyez, à quasiment, ouais, presque à 1,8. Hein. Donc c'était quand même une sacrée appréciation et le dollar yen a suivi. Voilà. Donc ça, ceci est un élément à savoir que, et ça on en reparle un peu dans le Market Live tous les matins, mais que voilà, le taux 10 ans, si on travaille le dollar yen, il y a toujours il y a plusieurs choses à regarder sur le dollar yen. Hein. Il y a la question du risk on, risk off. Hein. Le yen est perçu historiquement comme une valeur un peu refuge. Donc dans des phases où le marché est un peu stressé, parfois le yen peut acheter, même si ce rapport au risque, c'est un peu amenuisé justement du fait de l'action des banques centrales. Mais la question du sentiment par rapport au taux américain, même si c'est pas au jour le jour, hein, j'insiste, c'est pas pile corrélé, on le voit bien d'ailleurs, regardez ici le taux 10 ans qui se tasse un petit peu, le dollar yen il a quand même arrêté de progresser, hein, mais c'est pas corrélé parfaitement. Mais on a quand même, vous voyez, fin d'impulsion haussière, le dollar yen se calme, après il remarque un sommet derrière, mais pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, il s'est calmé avant de repartir un petit peu à la hausse. Donc il y a quand même, vous voyez, sur des phases comme ça, vraiment c'est les phases accélérantes en fait, hein, les phases de sentiments forts sur les taux américains, que effectivement, si on a des signaux techniques à ce moment-là, et ce qui était le cas pour le dollar yen, vous voyez, là vous avez une belle oblique, vous tracez, ça casse l'oblique, vous avez le sentiment inflationniste qui accélère, voilà, là il y a corrélation d'éléments techniques. On peut le faire plus précis avec des chandeliers japonais. Là, c'est juste, je vous fais ça grosso modo. Vous voyez l'oblique qui est ici, vous la cassez. Vous êtes dans un long canal baissier pendant des semaines, des mois même consécutifs. Boum, vous cassez ce canal. Les taux accélèrent à ce moment-là. Vous voyez, c'est bonne corrélation et bon signal technique d'un côté des taux et de l'autre côté sur les devises qu'on peut exploiter. Et là aussi, hein, si on voit que ça commence à repartir, il y avait un sentiment derrière. Hein, on voyait que les matières premières accéléraient, que les données macroéconomiques américaines commencent à s'améliorer. Et puis surtout, ce qu'il y avait eu à ce moment-là, ça paraît lointain tout ça, mais ça ne l'est pas. En janvier, on avait commencé à voir, souvenez-vous, il y avait une grosse envolée de nombre de cas de Covid aux États-Unis au 4e trimestre l'année dernière. Il y avait encore eu un pic en janvier, et puis après, boum, la vague avait commencé à baisser. Et le marché, lui, il était dans cette optique-là, à se dire, bon, la vaccination qui commence à progresser aux États-Unis. C'est déjà bien plus avancé qu'en Europe à ce moment-là. La vaccination progresse. On commence à avoir un pic sur le nombre de contaminations. Les matières premières progressent, etc. Et là, le marché a joué clairement le thème reflation, et le dollar yen a suivi. Voilà pour cet élément macro. Autre élément, voilà, ça c'est un élément d'ordre vraiment général, hein, ça c'est pour dire en gros don't fight the Fed, hein, cette fameuse expression, on ne se bat pas contre la Fed, ça c'est moins pour le trading quotidien que pour voilà, le lien entre la liquidité et les marchés, hein, ça c'est un graphique que vous avez dû avoir chez plusieurs, si vous êtes sur Twitter, chez plusieurs analystes, chez plusieurs, hein, mais c'est un graphique qui montre que plus vous injectez la liquidité c'est comme partout, c'est comme l'eau en fait, hein, c'est comme une fuite d'eau. Vous avez une fuite d'eau à un moment donné, l'eau doit toujours trouver son chemin. Hein, la liquidité de banque centrale, c'est pareil. Plus il y a liquidité, cette liquidité doit finir quelque part. Elle ne peut pas être stockée, elle ne peut pas stagner, elle doit trouver des débouchés. Donc, les débouchés sont les marchés, au pluriel, donc hein, tous les marchés immobiliers, les actifs financiers, ça peut être des matières premières aussi. Voilà, c'est là où on peut placer cette liquidité en espérant en tirer un rendement, que ce soit pour les particuliers, les professionnels, etc. Donc, quand les banques centrales envoient la liquidité, et quand elles sont plusieurs à le faire en plus, c'est toujours dangereux de vouloir essayer de jouer contre ça. Après, ce n'est pas une corrélation qui est parfaite au jour le jour. Mais quand il y a de grosses annonces type QE de la BCE, type QE de la Fed, type là, ce qu'on a vu ici, crise Covid ou autre, et effectivement, sur la durée, c'est dangereux de se dire, le marché peut durablement baisser face à un tel flot de liquidité. Ça n'empêche pas par contre qu'on puisse avoir des épisodes où on cherche, parce que le marché a déjà bien pricé les choses, on cherche à jouer un peu des contre-tendances. Voilà. Mais la Fed, c'est le mastodonte du marché. Quand la Fed fait ou dit quelque chose, on écoute bien et on essaie de s'inscrire au mieux dans cette tendance-là. Alors, on peut après, ça fait partie aussi du job de l'analyste, du spéculateur aussi, de votre côté, donc, hein, d'essayer d'anticiper certains changements. Hein, de se dire, tiens, là, on a déjà bien dans un cycle, il y a un peu d'inflation par là, donc la Fed va peut-être changer. On peut essayer à un moment donné de se dire, tiens, je vais jouer quelques reflux comme sur le marché européen, par exemple, les consultations, les respirations de marché. Ça ne veut pas dire qu'on part baissier, ça veut dire qu'on essaie de jouer la respiration. Mais voilà, tant que le message du banquier central n'a pas vraiment changé, on évite de faire trop de plans dans l'autre sens sur les marchés financiers.
Ça, c'est vraiment presque une règle de base, hein. C'est un peu comme des expressions boursières qui existent depuis des années. Voilà, don't fight the Fed, ça reste quand même une expression. Après, on peut s'en amuser parfois quand il y a toujours des phases où le marché va jouer un peu contre tendance, parce qu'il y aura une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça, vous voyez, qui va à un moment donné générer un autre sentiment dans le marché. Mais don't fight the Fed, c'est quand même quelque chose qui a traversé les années, les décennies maintenant, et qui s'avérait vrai. Regardez le S&P par rapport au MSCI World, si on le prend, mais le MSCI World, il y a beaucoup d'actions de S&P, beaucoup de GAFA dedans notamment. Donc on connaît le poids des GAFA dans les indices, donc voilà, c'est aussi ça qui compte sur ce genre de graphique. On va enchaîner avec des paires qui sont un peu moins tradées, qui sont quand même connues, hein, le dollar australien par rapport au dollar américain. Là encore, c'est pas de faire un état des lieux du marché, c'est de faire un lien entre ce que l'on voit par exemple sur des classes d'actifs, qui bougent en fonction de la macro, l'appétit pour le risque, la croissance ou autre, et les actifs concernés, les pertes de devises concernées. Et on voit un lien qui est fort, vous voyez, entre d'un côté l'évolution du prix des matières premières, donc on peut suivre avec un indice qui est le Bloomberg Commodity Index en bleu, donc c'est une synthèse de toutes les matières premières, énergie, agricole, métaux, on en fait une synthèse, ça en fait un indice, c'est Bloomberg qui le fait, qui fait ce travail, hop, nous sortons un indice. Et en face de ça, vous avez une perte de devises en jaune, donc le dollar australien par rapport au dollar américain. Et vous avez entendu ça souvent, hein, que vous avez des devises comme ça qui sont des devises commodities, hein, qui sont sensibles au prix des matières premières. Eh bien, le dollar australien en fait typiquement partie, même si on associe souvent le dollar australien à l'or, hein, parce qu'évidemment l'Australie, gros pays producteur d'or, etc. Pas seulement, il y a une sensibilité qui ne dépend pas que de l'or, qui dépend aussi de l'appétit mondial pour les matières premières, et avec un lien aussi évidemment fort par rapport à la Chine. La Chine est souvent un gros baromètre, un gros moteur de l'appétit pour les matières premières. Donc, quand la Chine ralentit, l'appétit pour les matières premières ralentit, et vice-versa, quand la Chine accélère, va mieux, l'appétit pour les matières premières va mieux. La Chine transforme aussi les matières premières pour les réexporter ensuite sous forme de produits ou autres manufacturés, semi-manufacturés. Donc, il y a aussi la question de l'appétit mondial, en fait, qui passe par là. Donc, je vous montre ça parce que on voit qu'effectivement, là, sur les matières premières, ça a beaucoup rebondi, ça a pas mal rebondi depuis les points bas, que historiquement, on est quand même sur des niveaux qui ne sont pas très élevés, malgré tout. Malgré ce rebond depuis plusieurs trimestres maintenant, on voit qu'on a connu des périodes pas si lointaines que ça, avec des prix moyens de matières premières bien plus élevés que les niveaux actuels. Et donc, si on rapporte ça au dollar australien, ou même aux devises, enfin aux matières premières en général, on peut très bien se dire que ce qu'on a eu là, c'est effectivement un point extrême bas du marché sur la crise Covid, etc. Que ça repart peut-être un petit peu vite, que ça peut un petit peu se tasser, ce qu'on voit sur le pétrole depuis quelques jours, vous voyez des prises de gains qu'on voit aussi sur le cuivre, d'autres matières premières qui participent à cet indice, comme l'or par exemple, hein, qui est intégré là-dedans aussi, mais que par rapport à ce positionnement historique, par rapport à la composition également de cet indice de matières premières, qu'on a quand même plus de chances dans les années qui viennent d'avoir un indice qui ou est flat ou progresse, mais pas vraiment de risque de le voir complètement rebaisser. Ou alors on fait le pari d'une double récession sur deux choses, vous voyez, ce dont je serais relativement étonné, vu le degré de soutien qu'on a partout d'un point de vue économique, monétaire. On voit bien qu'aujourd'hui, les États ne veulent plus prendre le risque, comme ils l'avaient pris finalement, post-crise et subprime, d'agir et puis d'enlever peut-être un peu trop vite parfois, ou de bouger la politique trop vite, comme l'avait fait Trichet à l'époque, hein, Jean-Claude Trichet qui a relevé les taux quand il fallait pas. Vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne veut ça. Donc, aucun gouvernant aujourd'hui n'a envie de se prendre une récession une fois que la crise Covid sera passée ou quand la crise Covid est encore un petit peu là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que à part un scénario vraiment adverse d'un point de vue économique, où toutes les économies mondiales reviennent en récession, il y a très peu de chances d'avoir des matières premières qui refluent durablement. On peut avoir des petits pullbacks, ce genre de choses, bien sûr, mais il y a peu de chances d'avoir un mouvement, je pense, une lame de fond qui nous ramène beaucoup plus bas. Donc, ce qui veut aussi dire que pour le dollar australien, je pense que c'est le cas. Oui, donc c'est ce genre de raisonnement qu'on fait, qui est d'ordre macro, mais si on fait ce raisonnement d'ordre macro, qu'on applique ensuite sur une période de vie qui est sensible aux matières premières, on va plutôt chercher des signaux de reprise, de rebond, hein, d'accompagnement de ça à la hausse pour le dollar australien, plutôt que des signes de crash du dollar australien à nouveau. Vous voyez, donc ça, en fait, ça crée une sorte de biais. On sait que les biais, c'est pas toujours bon sur les marchés, hein, quand on a un biais, mais l'analyse, c'est aussi ça, c'est de se dire, est-ce que je vais plutôt chercher des signaux baissiers, des signaux haussiers, et est-ce que je serai plus réactif si j'ai un signal haussier qu'un signal baissier, sur un range par exemple, parce que je vais plutôt acheter la sortie par le haut ou la sortie par le bas, vous voyez. Ça par contre, l'analyse, normalement, est là pour essayer de répondre à ça, justement de se dire, voilà, un cas comme ça, moi je vais plutôt attendre, surtout qu'on voit que le dollar australien ça se replie un petit peu, je vais plutôt attendre du coup, je vais pas essayer de jouer dans ce momentum-là, plutôt se dire, tiens, je vais attendre que ça commence à rebondir un peu, que ça confirme le sentiment que les matières premières ne se réeffondrent pas complètement, et donc on va plutôt jouer un effet un peu
un effet un peu range comme ça en fait, pendant quelques temps sur le dollar australien, plutôt que d'essayer de shorter ça pour aller beaucoup plus bas, vous voyez. Donc tout ce qui ressemblera à un rebond un peu costaud, on reviendra un petit peu entre le point haut et le point bas un petit peu, on aura retracé 25-30%, vous voyez, on commence à toucher quelques fibos intéressants, 38-20 par exemple. Là on peut se dire, bah tiens, ça y est, la correction est terminée, le range commence à prendre forme, je vais plutôt me mettre acheteur pour viser le haut du range. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça participe à l'élaboration de stratégie. Alors, je vais accélérer un petit peu, je vais juste voir s'il y a de nouveau des questions. Une petite pause avant de voir ces dernières slides. Alors, je vais à nouveau sortir les questions. Toc. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Je regarde ça tout de suite. Voilà, je suis en train de scroller pour voir si je trouve des questions que je n'aurais pas vu passer. Je trouve que vous parlez trop rapidement. Oui, je suis désolé, malheureusement, j'ai tendance à parler un petit peu vite. J'espère que ça reste quand même audible. J'essaie de me corriger, ne croyez pas que je ne fais aucun effort pour ça, mais c'est vrai que j'ai toujours parlé, même mes parents me le disaient, donc voilà, malheureusement, je travaille sur moi là-dessus, mais je parle toujours un petit peu vite, je vous le concède. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors oui, une question. Existe-t-il un indicateur sur PRT pour afficher, donc PRT, c'est Pro Real Time, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme que IG propose, qui est aussi disponible hors IG, mais que IG propose pour ses clients. Donc quand vous êtes client IG, vous avez accès à la plateforme Pro Real Time, donc une plateforme d'analyse avec les cours, les graphiques ou autres, vous pouvez paramétrer vos indicateurs. C'est ça que j'utilise d'ailleurs. Tous les screenshots que vous avez sur fond blanc, ce que vous voyez sur Twitter ou dans le Market Live, c'est fait depuis PRT. Donc c'est vraiment la plateforme sur laquelle je travaille majoritairement. Et ensuite, j'ai un deuxième flux à côté qui est un flux payant d'informations sur lequel je peux aussi extraire des graphiques sur fond noir, donc là c'est Refinitiv, mais c'est un flux payant. Sur PRT, moi je ne connais pas, alors je ne suis pas non plus un spécialiste, un maître S de PRT, je connais les principales fonctions, les indicateurs, le paramétrage ou autre. Est-ce qu'il y a une fonction pour anticiper les événements importants? Bonne question, je ne pourrais pas y répondre. Par contre, vous pouvez, je pense, aussi appeler peut-être PRT pour leur poser des questions. Si vraiment il y a des questions, je pense qu'on peut joindre PRT de cette manière-là et leur demander des questions, ou éventuellement votre conseiller qui aura peut-être la réponse par rapport à ça. Mais bon, si je ne l'ai pas, je ne suis pas certain que les conseillers puissent l'avoir, c'est un petit peu trop technique. Donc je botte en touche, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça me semblerait être une bonne chose de l'avoir. Ça, je sais que moi, sur Refinitiv, je peux l'avoir par exemple, sur le calendrier, donc, et mettre une flèche sur le graphique par rapport à un jour important. Ça nous ramène quand même à un thème plus large qui est préparer sa semaine de trading ou son mois de trading, savoir sur le mois en cours ou la semaine en cours à quel moment on attend des choses importantes. Et justement, j'ai fait une petite liste derrière, que vous avez actuellement à l'écran, je vais en parler dans quelques instants, des événements principaux en fait, sur les calendriers économiques. Qu'est-ce qu'il faut surveiller comme, vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais malgré ça, il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc les calendriers économiques parfois sont un peu fournis, mais il n'y a pas 36 000 non plus indicateurs macro à surveiller. Il y a le PIB, ça oui, mais on voit que le marché a souvent les mêmes références. Il va regarder les mêmes chiffres, le NFP, le ZIU, l'IFO, JOLT, je vais en parler d'ici quelques petites secondes. Mais ça me paraît primordial par contre, toujours commencer la semaine, le week-end, par exemple le dimanche soir, en regardant le calendrier hebdomadaire, donc la semaine suivante, pour voir quels sont les principaux événements. Est-ce qu'il y a une réunion de banque centrale? Est-ce qu'il y a un indicateur majeur type PMI? Est-ce qu'il y a un indicateur type ISM? Est-ce qu'il y a des banquiers centraux qui doivent parler? Ça aussi, c'est partie des choses qu'on doit programmer si on est en position, on veut prendre une position et on sait que Jérôme Powell va s'exprimer, donc le président de la Fed va s'exprimer à 17h et qu'à ce moment-là on est sur un support, mais qu'on va tout prix acheter. On va dire, est-ce que je vais faire mon achat à ce moment-là parce que j'ai la ciel technique, mais je sais qu'il y a Powell qui parle à ce moment-là. Oui, donc c'est bien aussi, c'est pas un chiffre, mais ça fait partie quand même des éléments d'ordre macro. C'est de la politique monétaire, c'est quand même d'ordre macro, donc c'est bon à savoir. Voilà, je ne vois pas d'autres questions apparaître. Donc, oui, alors autre question, c'est quoi concrètement le QE? Je n'ai pas très bien compris. Donc le QE, c'est Quantitative Easing, c'est les initiales de Quantitative Easing. Ce sont les programmes d'achat d'actifs massifs des banquiers centraux. Donc, soit la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque Centrale Européenne ou la Fed, quand il y a des stress, ça peut être des stress généralement d'ordre macroéconomique, risque de récession, des chocs importants, voire des risques systémiques, eh bien les QE sont des achats d'actifs. Très souvent, les banquiers centraux achètent les obligations souveraines, c'est-à-dire la dette émise par les États, parce que les États sont en crise et donc on traverse une crise économique et ont donc besoin de mettre en place des mesures de soutien. Ces mesures, il faut les financer dans l'urgence. On émet de la dette,
et les banquiers centraux achètent cette dette. Voilà, c'est ce mécanisme qui se met en place. Donc, le QE, c'est généralement ça, mais le QE, on peut l'étendre à autre chose. On sait par exemple que la Fed a acheté ce qu'on appelle des MBS, par exemple, et on achète toujours d'ailleurs, au moment où on se parle. C'est quoi des MBS? Ce sont des titres de crédit hypothécaire. C'est ce qu'elle avait déjà fait lors de la crise des subprimes. C'est ce qu'elle a encore fait cette fois-ci pour éviter qu'il y ait un stress trop fort sur le marché immobilier. Elle a soutenu le marché immobilier par ce billet-là. Donc le QE, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. On met ce qui est utile à l'économie normalement. Après la question, et c'est la question qu'on se pose maintenant, en quoi est-ce utile pour la Fed de continuer à acheter tous les mois encore plus de 40 milliards de MBS, qui est donc un soutien direct au marché immobilier américain. On n'a pas forcément le sentiment quand on regarde les chiffres, en tout cas ces derniers mois ça rebaisse un petit peu, mais pendant des trimestres entiers, les chiffres à la fois de prix, de mise en chantier, de transactions ou autres, on avait l'impression de marché au contraire qui était presque en surchauffe à un moment donné plutôt que l'inverse. Donc ça on peut quand même se poser la pertinence, et ça aussi qui nous fait nous poser la question sur l'imminence de messages visant à ralentir un petit peu cette cadence-là justement d'achat d'actifs sur le segment immobilier, parce que justement on voit que ce segment est quand même bien plus assaini et beaucoup moins risqué qu'il n'était en plein cœur de la crise. Merci pour vos questions. On va donc enchaîner avec cette slide que vous avez actuellement à l'écran, et puis après je crois qu'on va approcher de la fin de ce live. Juste pour voilà, j'ai fait un petit récap de ce que moi je regarde, mais on peut ajouter quelques indicateurs à ça, mais ceux que j'estime être les plus importants. Donc croissance, inflation, ça c'est le b.a.-ba de la macroéconomie. Inflation surtout par rapport aux questions monétaires, encore une fois. On a vu le lien entre la politique monétaire et la croissance des marchés financiers à long terme. Donc l'inflation nous intéresse par rapport à ça. Y a-t-il trop d'inflation, pas assez d'inflation? Ça c'est un élément quand même majeur à surveiller. Aussi bien pour la mise en place de politiques monétaires que l'arrêt des politiques monétaires. Si on part, et en ce moment c'est le cas, sur des chiffres d'inflation qui sont assez décoiffants aux États-Unis et même dans plusieurs pays européens, forcément on se pose la question de la durabilité des soutiens monétaires. Il y a ce que le banquier central nous dit parce que la période est un petit peu toujours nécessaire, variante Delta ou autre, mais il y a ce que l'on voit des prix, ce que l'on voit de l'économie réelle justement, et on se dit ce message de rester accommodé encore très longtemps ne saurait tenir face à une telle poussée sur les prix. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre ajuster un peu la politique sans faire courir de risque à l'économie, mais en évitant aussi qu'il y ait une surchauffe sur les prix et aussi une surchauffe sur les prix des actifs, pour éviter une bulle qui elle-même entraînerait un risque récessif sur l'économie. Donc tout est bien lié comme ça, c'est en ça que c'est intéressant de faire le lien entre la macro et les marchés, tout est lié, il n'y a pas de choses qui ne sont pas vraiment liées, on a toujours un lien entre la croissance, l'inflation, les indicateurs d'activité, les politiques monétaires, les réactions de marché, voilà, c'est un ensemble, c'est un balai, il faut arriver, c'est pas toujours simple, mais arriver à trouver un sens à cela, à essayer d'anticiper au mieux ces momentum et de les appliquer au marché pour trouver des points d'entrée et des points de sortie. Donc les principaux indicateurs, vous avez ensuite dans la partie soft, donc tout ce qui est PMI. Donc je rappelle, les PMI sont des enquêtes que une société qui est privée d'ailleurs, qui s'appelle IHS Markit, c'est un groupe privé, mais qui est très dimensionné et qui dans toutes les grosses zones du monde produit des enquêtes. Les enquêtes, c'est quoi? Bien, on va les s'adresser. Il y a deux grosses enquêtes, si vous voulez, qu'on surveille la partie service et la partie manufacturière. Dans une économie, les États-Unis par exemple, 2/3 de leur économie c'est du service, 1/3 c'est de la manufacture. Donc on va regarder justement en fonction du poids de l'activité économique d'un pays, plus manufacturier comme la Chine par exemple, ou plus service comme les États-Unis, on va regarder ces enquêtes. Et les enquêtes, comment elles sont faites? En fait, vous avez un large échantillon de directeurs d'achat, de chefs d'entreprise. Et on va leur demander dans ces enquêtes, c'est très factuel, allez-vous dans les 3 ou 4 prochaines semaines, c'est mensuel comme enquête, donc on leur demande allez-vous embaucher du monde, allez-vous embaucher du monde, à quelle hauteur, quelle quantité par rapport à votre effectif actuel, allez-vous augmenter les salaires, est-ce que les factures qu'on vous adresse, les prix sont en hausse ou en baisse, est-ce que les factures que vous produisez, vos prix sont en hausse ou en baisse, où en sont vos carnets de commandes, est-ce qu'ils sont plutôt en train de gonfler ou diminuer? Oui, c'est vraiment des enquêtes sur l'activité d'entreprise. Et tout ceci est compilé sur un indice, l'indice PMI, service, manufacturier. Quand on agrège les deux, c'est le PMI composite. Et une règle qui est toute simple, quand l'indice PMI passe au-dessus de 50, ça traduit une expansion de l'activité économique. Ça sous-tend à traduire une expansion de l'activité. Et inversement, quand le PMI passe sous 50, ça a tendance à traduire une contraction de l'activité économique. Voilà. Donc c'est vraiment la zone 50 qui est la zone médiane. Au-dessus de 50, expansion de l'activité. En dessous de 50, contraction de l'activité. Donc ça, c'est un indicateur majeur. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est un indicateur avancé. Sur les enquêtes qui sont court terme, sur les derniers jours, dernières semaines. Donc c'est ce qu'on a de plus proche de nous, finalement, en termes de sentiment des milieux économiques. Tout passe par l'économie. Les embauches, la création de richesses ou autre, tout passe par l'économie. Donc avoir la température des milieux économiques tous les mois,
c'est super intéressant parce que justement, ça vous donne, avant que les résultats d'entreprise ne tombent, par exemple, plusieurs mois après, ça vous donne déjà un sentiment sur le trimestre qui a été vécu, qui a été perçu plutôt bon, moins bon, etc. Donc, ça permet aussi d'ajuster la perception du risque ou pas. Voilà. Ensuite, vous avez côté US qui est un peu plus surveillé. Les ISM, c'est pour la partie américaine, ISM services et manufacturiers, c'est un peu l'équivalent du PMI, mais côté US. Il y a aussi des PMI aux États-Unis, mais c'est quand même plutôt la partie ISM qui est surveillée. Évidemment, pour la première zone économique du monde, les États-Unis, le rapport sur l'emploi, gros baromètre. On sait que la Fed, par exemple, a toujours ce mandat emploi-inflation. Donc l'emploi, on le regarde à la fois pour des questions de santé économique et aussi pour des questions de politique monétaire. Pas seulement évidemment, mais ça y contribue. Si on regarde le rapport sur l'emploi, on regarde aussi d'autres mesures de l'emploi. Il y a le rapport mensuel et puis vous avez régulièrement ce qu'on appelle les JOLTS, c'est les emplois vacants. Est-ce que beaucoup de gens quittent leur emploi pour prendre un autre emploi? Est-ce que des gens démissionnent? Est-ce que des gens partent à la retraite? Voilà, c'est le stock d'emplois disponibles à un moment donné dans l'économie américaine. Plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que les entreprises ont besoin de satisfaire des postes, donc ça veut dire que le marché est plutôt dynamique. Donc l'économie est plutôt en bonne santé. Voilà. Vous avez ensuite tout ce qui est lié à l'immobilier, vente de logements neufs, vente de logements anciens, mise en chantier, permis de construire. Ensuite, tout ce qui est lié aux consommateurs. On sait que dans certains pays, la consommation a un poids prépondérant. Aux États-Unis, la consommation, c'est 2 tiers du PIB. Tout à l'heure, je dis une bêtise, le service aux États-Unis, c'est pas 60%. La partie service aux États-Unis, c'est 90% de l'économie. La partie manufacturière, c'est 10%. C'est sur la question de la consommation, que là, vous avez 2 tiers donc, de la consommation américaine, enfin 2 tiers du PIB américain qui est fait par la consommation. Donc c'est le fameux consommateur américain qu'on se fait toutes les coutures, que l'on veut protéger dans les cas de crise comme celle qu'on a traversée, avec des plans d'aide massives, des chèques envoyés, etc. Voilà, tout passe aux États-Unis par la consommation, c'est 2 tiers du PIB. Donc évidemment, on surveille la confiance des consommateurs, on surveille les ventes détail qui traduisent justement cette appétit de consommation, les commandes de biens durables, etc. Pour la partie européenne, vous avez au-delà de ces chiffres-là, PMI, croissance ou autres, également des indices qui sont bien surveillés dans les pays cœur de la zone euro. L'Allemagne, évidemment, l'indice ZIU, où il faut un sentiment économique ou climat des affaires. Voilà, c'est des choses qu'on regarde aussi. C'est un peu l'équivalent, je ne dis pas des PMI, mais ce sont encore une fois des indicateurs avancés, voilà, qui donnent de manière assez anticipée un sentiment économique ou le sentiment du milieu des affaires. Après, vous avez également des choses importantes, les anticipations d'inflation. Ça, c'est moins populaire, on connaît moins ça que, par exemple, le rapport sur l'emploi américain, mais les anticipations d'inflation vous donnent un sentiment de marché cette fois-ci. C'est-à-dire que le marché, vous avez des contrats qui s'échangent sur ce que sera l'inflation, ou ce qu'on pense que sera l'inflation sur un horizon moyen terme. Et ça s'échange, c'est des swaps d'inflation, on appelle ça. On peut en acheter ou pour spéculer, ou pour se couvrir, par exemple. Et donc, les banquiers centraux regardent les anticipations d'inflation. La BCE l'a déjà dit à plusieurs reprises. Elle regarde, pour ça que je vous mets de temps en temps sur Twitter ou dans le Market Live, les fameuses anticipations d'inflation. Ce sont les fameux swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans. Pourquoi on les met? Parce qu'on sait que les banquiers centraux le regardent. Et s'ils regardent ces données-là, ils essaient de voir justement si dans l'esprit du marché s'ancre la question du sentiment inflationniste ou pas. Est-ce que les anticipations d'inflation progressent ou régressent? Et ça donne aussi aux banquiers centraux une prise de température sur le résultat de leur politique monétaire. Il y a ce que ça produit d'un point de vue économique pur et ce que ça produit au niveau du pricing marché, en fait. Donc aussi important, si le marché croit ou pas en ce que fait la BCE. Si ça régresse au niveau des anticipations, la BCE ou la Fed auront tendance à en faire un peu plus pour lifter un peu ces anticipations. Si ça monte trop vite, attention, c'est là qu'il faut faire un petit tapering pour que ça aille pas trop vite. Vous voyez, c'est typiquement ça que l'on peut regarder par rapport à l'inflation. Il y a l'inflation, les chiffres concrets d'inflation, mais avant les chiffres d'inflation, vous avez également ce que le marché price, et donc dans ces fameuses anticipations d'inflation. Après, aux États-Unis, vous avez également tout ce qui est indice d'activité des Fed régionales, Philly Fed Index, les manufacturiers de la Fed de Philadelphie. Voilà, vous avez comme ça des Fed, et certains indicateurs de Fed régionales sont plus surveillés que d'autres, parce que ce sont des gros pôles de services ou d'activités manufacturières, donc on va les regarder un peu plus fortement ou plus précisément. Voilà. Évidemment, tout l'aspect banque centrale qu'on a beaucoup vu durant cette présentation, les réunions de banque centrale, les déclarations entre les réunions. Souvent on entend des membres de la BCE ou de la Fed s'exprimer entre deux réunions. Voilà. Et puis dernier élément, que moi je classerai dans ce tableau-là aussi, la masse monétaire. La masse monétaire, c'est tout ce qui résulte de l'action des banques centrales. Voilà, est-ce qu'elles injectent ou pas. Ça me permet de voir aussi que ce sont des pays assez sensibles à ça, comme la Chine par exemple, que la Chine, elle a déjà commencé à normaliser depuis pas mal de mois cette question de la masse monétaire, ce qui n'est pas encore le cas des États-Unis par exemple. Voilà.
Donc voilà, après pour moi les gros indicateurs à surveiller, tout ça vous les avez donc dans les calendriers économiques. Aujourd'hui tout le monde propose des calendriers économiques ou les courtiers, vous avez des sites spécialisés, enfin voilà, on manque pas de sources par rapport à ça. Il y a plein de sites qui proposent des calendriers en direct, hein, de données économiques, et c'est celles-ci qui me semblent être les plus importantes. Voilà, avant de répondre à la fois aux questions qui pourraient être encore posées sur le chat, je vous rappelle donc juste, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces deux formats, donc je fais des points marchés tous les jours en direct de 11h à midi sur la chaîne YouTube de IG France. Donc hein, c'est du direct, hein, ça dure parfois un peu plus d'une heure, mais on fait de la macro et de l'analyse technique. Il y a plus d'analyse technique que de macro, mais on fait quand même les deux parce que justement, on vient de montrer aujourd'hui que la macro est quand même particulièrement importante. Et puis, en dehors de ces market live, c'est Twitter. Je suis très actif sur Twitter, je mets pas mal de choses. Tout ce qui me paraît intéressant en fait. Je ne mets pas pour dire de poster, je mets quand ça me paraît intéressant, pertinent, quand il y a un niveau qui est intéressant, quand il y a une déclaration qui me semble intéressante, ou une rumeur ou autre, voilà, je la mets et je la poste sur Twitter. Donc c'est évidemment un compte en accès libre. N'hésitez pas à le suivre pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Voilà, je vais m'arrêter donc là-dessus pour aujourd'hui. Je vais juste donc regarder s'il y a des dernières questions avant de vous laisser et de vous donner rendez-vous pour jeudi prochain. Alors, je vérifie. Donc je vous rappelle avant que certains ne quittent la séance que vous pourrez revoir toutes ces séances en direct. Enfin, vous pouvez les revoir du coup en replay à partir de vendredi soir normalement. Voilà, tous ces formats ne sont pas à nouveau disponibles en replay, ils le seront une fois que ce Summer Camp aura été terminé. Donc normalement à partir de vendredi, tout le week-end, ce sera disponible pour ceux qui en auraient raté certains. Et moi je vous retrouverai donc jeudi pour le prochain thème qui sera justement le paramétrage des indicateurs techniques. Quels indicateurs techniques je privilégie, pourquoi, avec des cas concrets, hein, donc sur des graphiques, pour voir justement l'usage qu'on peut avoir de certains indicateurs techniques. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je finis de scroller mon écran. Voilà, écoutez, je n'en vois pas d'autres, donc je suis désolé hein, si j'en ai raté. Je n'en vois pas d'autres, donc je vais vous laisser là-dessus. Rendez-vous donc jeudi, même lieu, même heure, hein, donc 18h30 pour le prochain Market Live, consacré à l'analyse technique, aux indicateurs techniques. À tous donc une excellente soirée. Vous aurez également ce soir, je vous le rappelle, là c'est très court terme, mais les résultats de plusieurs groupes tech américains. Hein, donc vous aurez Microsoft, Alphabet et Apple, là, si je ne me trompe pas, donc 3 mastodontes de la tech américaine ce soir après la clôture. Donc voilà, ça c'est pour le dernier élément marché avant de vous laisser. Excellente soirée à tous. Rendez-vous demain matin à 11h pour le Market Live et jeudi soir pour mon deuxième Summer Camp consacré à l'analyse technique. Bonne soirée. Au revoir.